Le carnet de Richard Holloway Station météorologique de Rapid City, Dakota du Sud, programme de recherche atmosphérique 1971-1976. Bonsoir. Ici la nuit raconte. Merci à ceux qui soutiennent la chaîne en laissant un like et en s'abonnant. Profitez bien de l'histoire d'aujourd'hui. Je travaillais sur les nuages. Cette phrase semble étrange aujourd'hui. Elle semblait étrange à l'époque aussi. Quand je disais cela lors des réunions de famille, les gens souriaient poliment. Ils pensaient que je plaisantais, ou que j'étais devenu fou. Je n'étais ni l'un ni l'autre. J'étais ingénieur atmosphérique pour le bureau de récupération des eaux. Un titre administratif pour un travail très simple. Nous essayons de faire pleuvoir, pas de la magie, pas de la science-fiction, juste de la physique, de la chimie, et beaucoup de patience. Ce carnet n'était pas destiné à être lu. Je l'écrivais pour moi, pour garder une trace, pour ne pas oublier ce que nous avions vraiment fait. Et surtout ce que nous n'avions pas fait, parce que les années ont passé, et j'ai vu ce que les gens racontent maintenant, j'ai vu les articles, les vidéos, les accusations, et je me suis dit que quelqu'un devait corriger le récit, pas pour défendre qui que ce soit, pas pour accuser non plus, juste pour expliquer. La vérité est souvent plus modeste que les fantasmes. Et c'est peut-être pour cela qu'elle intéresse moins de monde. Je suis arrivé à Rapid City en mars 1971. Le printemps n'existait pas vraiment dans cette région. L'hiver durait jusqu'en avril, puis l'été arrivait d'un coup. Brutal, sec, impitoyable. La station météorologique se trouvait à 15 km de la ville. Un bâtiment bas, des murs en parpaing peints en blanc. Un toit plat recouvert de goudron qui fondait en juillet. Il y avait 3 hangars. Une piste d'atterrissage en terre battue, 2 avions Cessna, et une équipe de 11 personnes. 11 personnes pour modifier le climat. Cela semble ridicule dit comme ça, et d'une certaine manière ça l'était. Mais nous ne le savions pas encore. Le directeur du programme s'appelait William Torrance. Tout le monde l'appelait Bill. Il avait 53 ans. Des cheveux gris coupés courts, une moustache soignée, et une patience que je n'ai jamais vue chez personne d'autre. Bill avait commencé sa carrière dans les années 40. Il avait participé aux toutes premières expériences de modification météorologique, celles de Vincent Schaeffer et Irving Langmuir chez General Electric, en 1946. Il avait vu naître cette science. Il avait vu ses promesses. Et il avait vu ses échecs. Quand je suis arrivé, il m'a serré la main sans sourire. Il m'a regardé droit dans les yeux, et il m'a dit une phrase que je n'ai jamais oubliée. Richard, ce que nous faisons ici est important, mais pas de la manière dont vous l'imaginez. Je n'ai pas compris sur le moment. J'ai compris plus tard. Les premiers jours furent consacrés à l'apprentissage. J'avais un diplôme d'ingénieur du MIT, j'avais étudié la thermodynamique, la mécanique des fluides, les équations de Navier-Stokes. Je pensais tout savoir. Je ne savais rien. Bill m'a emmené sur le toit du bâtiment principal. Il m'a montré le ciel. Il m'a demandé de lui décrire les nuages. J'ai commencé à parler de cumulus, de stratus, de cumulonimbus, de classification de Luke Ward. Il m'a interrompu. Non, Richard, pas les mots. Regardez vraiment. J'ai regardé. Le ciel était immense, bleu profond, avec des traînées blanches qui se déplaçaient lentement vers l'est, des masses cotonneuses qui changeaient de forme à chaque instant. Bill a dit, chaque nuage est unique, chaque nuage a une histoire, une naissance, une vie. Et nous essayons de modifier cette histoire. Avec quoi? Avec quelques grammes de cristaux, quelques grammes contre des millions de tonnes d'eau. Il a secoué la tête. L'humidité, Richard, c'est la première leçon. Sans elle, vous ne comprendrez jamais ce que nous faisons vraiment. Le principe de l'ensemencement des nuages est simple. Trop simple peut-être. C'est pour cela qu'il a suscité tant d'espoir et tant de malentendus. Un nuage est composé de gouttelettes d'eau microscopiques. Ces gouttelettes sont en suspension dans l'air. Elles ne tombent pas. Elles sont trop petites, trop légères. Elles flottent. Pour qu'il pleuve, il faut que ces gouttelettes se regroupent, qu'elles grossissent, qu'elles deviennent assez lourdes pour vaincre la résistance de l'air. Dans la nature, cela se produit grâce à des particules appelées noyaux de condensation, des poussières, du pollen, du sel marin, des cendres volcaniques. Ces particules servent de support. Les gouttelettes s'y accrochent, elles fusionnent, elles grossissent, et finalement elles tombent. L'idée de l'ensemencement est d'ajouter artificiellement ces noyaux de condensation.
de donner au nuage un coup de pouce, de l'aider à faire ce qu'il ferait peut-être naturellement. Ou peut-être pas. Le produit le plus utilisé était l'iodure d'argent. Une substance cristalline dont la structure moléculaire ressemble à celle de la glace. Les gouttelettes d'eau la confondent avec des cristaux de glace naturels. Elles s'y accrochent, et le processus de précipitation s'enclenche. En théorie. En théorie, tout fonctionne toujours parfaitement. Notre méthode était la suivante. Nous surveillions les conditions météorologiques en permanence, nous recevions des données du service météorologique national, nous avions nos propres instruments, des baromètres, des thermomètres, des hygromètres, des anémomètres. Quand les conditions semblaient favorables, nous préparions une mission. Favorable signifiait plusieurs choses. Il fallait des nuages, pas n'importe quel nuage, des nuages avec un potentiel de précipitation, des cumulus de beau développement vertical, avec une température au sommet inférieure à moins 10 degrés Celsius, avec une humidité suffisante. Ces conditions n'étaient pas fréquentes. Dans une région semi-aride, comme le Dakota du Sud, elles étaient même rares. Quand elles se présentaient, nous décollions. Les pilotes s'appelaient Frank et Eduardo. Frank était un ancien de la guerre de Corée, taciturne, efficace. Eduardo était plus jeune, plus bavard. Il aimait raconter des histoires pendant les vols. Je montais à bord avec eux, à l'arrière du Cessna, avec l'équipement. L'équipement consistait en un générateur d'iodure d'argent, une machine de la taille d'une boîte à outils. Elle brûlait une solution d'acétone contenant des cristaux d'iodure d'argent. La combustion produisait une fumée. Cette fumée contenait des milliards de particules microscopiques. Nous volions sous les nuages, parfois à l'intérieur des nuages. La turbulence était souvent violente. J'ai vomi plus de fois que je ne peux compter. Nous libérions la fumée. Elle montait. Elle pénétrait dans le nuage. Et ensuite nous attendions. L'attente était la partie la plus difficile. Nous atterrissions, nous retournions à la station, nous regardions le ciel, et nous attendions. Parfois il pleuvait, parfois non. Et quand il pleuvait, nous ne savions jamais vraiment si c'était grâce à nous, ou si cela se serait produit de toute façon. C'est le problème fondamental de la modification météorologique, le problème que nous n'avons jamais résolu, que personne n'a jamais vraiment résolu. Comment prouver qu'une pluie est artificielle? On ne peut pas refaire l'expérience. On ne peut pas revenir en arrière et observer ce qui se serait passé sans intervention. On ne peut pas créer un groupe contrôle. Le ciel n'est pas un laboratoire. Nous avions des méthodes statistiques. Nous comparions les précipitations dans les zones ensemencées avec celles des zones non ensemencées. Nous accumulions des données sur des années. Nous cherchions des tendances, des corrélations. Les résultats étaient, comment dire, ambigus. Certaines études montraient une augmentation des précipitations de 10 à 15%. D'autres ne montraient rien. D'autres encore montraient des diminutions. Bill disait, la météorologie est chaotique par nature. Nous essayons de mesurer un murmure dans une tempête. Je me souviens d'une mission en particulier. C'était en juillet 1972. Une vague de sécheresse frappait la région depuis 6 semaines. Les agriculteurs étaient désespérés. Le gouverneur avait appelé Washington. Washington avait appelé le bureau. Le bureau nous avait appelés. Faites quelque chose. Nous avons fait quelque chose. Pendant 2 semaines, nous avons volé chaque jour. Parfois 2 fois par jour. Nous avons utilisé tout notre stock d'iodure d'argent. Nous avons ensemencé chaque nuage qui se présentait. Il n'a pas plu, pas une goutte. Les nuages passaient au-dessus de nos têtes. Ils recevaient nos particules. Ils continuaient leur route vers l'est, et ils se dissipaient. Ou il pleuvait ailleurs. 100 kilomètres plus loin, dans une région qui n'en avait pas besoin. À la fin de la 2e semaine, un journaliste local est venu nous interviewer. Il voulait savoir pourquoi nous avions échoué. Il voulait savoir si l'argent des contribuables avait été gaspillé. Bill lui a répondu calmement. Nous n'avons pas échoué. Nous avons appris. Nous avons appris que certaines conditions ne permettent pas d'augmenter les précipitations. Nous avons appris les limites de notre technique. C'est aussi de la science. Le journaliste n'a pas été convaincu. Son article s'intitulait « Les faiseurs de pluie en échec. Gaspillage à la station de Rapid City. » Les échecs étaient fréquents, beaucoup plus fréquents que les succès. Mais les succès existaient.
J'en suis convaincu encore aujourd'hui. Je me souviens d'un après-midi de septembre 1973. Les conditions étaient parfaites, température idéale, humidité élevée, cumulus bien développé, vent faible. Nous avons décollé à 14 heures. Nous avons ensemencé pendant 45 minutes. Nous avons atterri. À 16 heures, il a commencé à pleuvoir. Une pluie douce, régulière. Elle a duré 3 heures. Elle a déposé 15 mm d'eau sur une zone de 200 km². Les fermiers nous ont remerciés. Ils ont organisé un barbecue en notre honneur. Ils nous ont offert de la bière et du maïs grillé. Avions-nous vraiment provoqué cette pluie? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Peut-être que oui. Peut-être que les conditions étaient si favorables que la pluie serait tombée de toute façon. Peut-être que notre intervention a simplement accéléré le processus. Ou peut-être qu'elle a fait une vraie différence. Nous ne le saurons jamais avec certitude. C'est frustrant. Terriblement frustrant. Mais c'est la vérité. Des années ont passé. 1974, 1975, 1976. Nous avons continué nos missions. Nous avons affiné nos techniques. Nous avons amélioré nos instruments. Nous avons accumulé des données, et lentement, progressivement, nous avons commencé à comprendre les limites de ce que nous faisions. La modification météorologique ne peut pas créer de l'eau à partir de rien. C'est la leçon la plus importante, celle que le public n'a jamais vraiment comprise. Nous ne fabriquions pas de pluie, nous ne contrôlions pas le climat, nous donnions un coup de pouce à des processus naturels. Quand les conditions étaient réunies, quand le nuage avait déjà le potentiel de précipiter, si l'atmosphère était sèche, nous ne pouvions rien faire. Si les nuages n'avaient pas la bonne structure, nous ne pouvions rien faire. Si le vent emportait nos particules dans la mauvaise direction, nous ne pouvions rien faire. Nous étions des jardiniers, pas des créateurs. Nous pouvions arroser une plante qui existait déjà. Nous ne pouvions pas faire pousser une plante dans le désert. En 1976, le programme a été réduit. Les financements ont diminué. L'enthousiasme initial s'était dissipé. Le public voulait des résultats spectaculaires, des preuves irréfutables, des miracles. Nous ne pouvions offrir que des probabilités, des tendances, des hypothèses. Ce n'était pas assez. Bill a pris sa retraite en décembre de cette année-là. Je me souviens de son dernier jour. Il a fait le tour de la station. Il a serré la main de chaque membre de l'équipe. Il s'est arrêté devant moi. « Richard, vous avez appris. » J'ai répondu. « J'ai appris que nous savons très peu de choses. » Il a souri. Pour la première fois en 5 ans, je l'ai vu sourire. C'est la leçon la plus précieuse. Ne l'oubliez jamais. Il est parti. Je ne l'ai jamais revu. J'ai quitté le programme en 1978. J'ai travaillé ensuite pour une entreprise privée, puis pour une université, puis j'ai pris ma retraite à mon tour, mais je n'ai jamais cessé de suivre l'évolution de la modification météorologique, de loin, avec curiosité, et parfois avec consternation, parce que j'ai vu les théories se multiplier, les accusations, les peurs. J'ai vu des gens affirmer que les gouvernements contrôlaient le climat à volonté, qu'ils provoquaient des sécheresses pour punir certaines régions, qu'ils déclenchaient des tempêtes pour détruire des pays ennemis, qu'ils empoisonnaient l'air avec des produits chimiques mortels. J'ai vu des photos de traînées d'avions dans le ciel, des gens qui criaient au complot, des vidéos avec des millions de vues, et j'ai ressenti une tristesse profonde, parce que ces gens n'avaient aucune idée de la réalité, de ce que nous avions vraiment fait, de ce que nous pouvions vraiment faire, et de ce que nous ne pouvions absolument pas faire. Laissez-moi vous dire la vérité que j'ai apprise en 5 ans de travail quotidien sur les nuages. La modification météorologique existe, elle est réelle, elle est pratiquée depuis les années 1940. Elle continue d'être pratiquée aujourd'hui, dans de nombreux pays, par des gouvernements, par des entreprises privées. Mais elle est extraordinairement limitée. Nous ne pouvons pas contrôler le climat. Nous ne pouvons pas créer des tempêtes. Nous ne pouvons pas provoquer des sécheresses. Nous ne pouvons même pas garantir qu'il va pleuvoir. Ce que nous pouvons faire, dans les meilleures conditions, avec les meilleures techniques, c'est augmenter légèrement la probabilité de précipitation dans une zone donnée. Peut-être de 10%, peut-être de 15%, sur une zone limitée, pendant une période limitée, c'est tout. C'est tout ce que des décennies de recherche et des millions de dollars ont permis d'accomplir. Et même cela reste contesté par une partie de la communauté scientifique. Les traînées blanches dans le ciel, celles que certains appellent chemtrails, ce sont des traînées de condensation, de la vapeur d'eau,
Quand un avion vole à haute altitude, il rejette des gaz d'échappement chaud. Ces gaz contiennent de la vapeur d'eau. Cette vapeur rencontre l'air froid de l'atmosphère. Elle se condense. Elle forme des cristaux de glace. Ces cristaux restent visibles pendant un certain temps, plus ou moins longtemps selon les conditions. C'est de la physique élémentaire. La même physique qui fait que votre haleine devient visible en hiver. Il n'y a pas de produit chimique secret. Il n'y a pas de substance toxique. Il n'y a pas de programme de contrôle mental. Il y a de la vapeur d'eau et de l'air froid. J'ai passé 5 ans à essayer de modifier les nuages avec des techniques sophistiquées, avec des produits spécialement conçus, avec des avions équipés d'instruments de précision, et j'ai obtenu des résultats incertains, modestes, contestables. L'idée que quelqu'un pourrait contrôler le climat mondial avec des traînées d'avions commerciaux est, je ne trouve pas d'autre mot, absurde. Mais je comprends pourquoi les gens y croient. Je comprends vraiment, parce que le monde est complexe, incompréhensible parfois, effrayant souvent. Les catastrophes naturelles se multiplient, les températures augmentent, les tempêtes deviennent plus violentes, les sécheresses plus longues, les inondations plus destructrices. Face à cela, les gens cherchent des explications. Ils cherchent des responsables. Ils cherchent quelqu'un à blâmer. Et il est plus facile de croire qu'un groupe maléfique contrôle le climat, que de accepter que nous vivons dans un monde chaotique, un monde où des forces immenses échappent à notre contrôle. Le complot rassure, paradoxalement, parce qu'il suppose qu'il existe un ordre, une intention, une logique, même si cette logique est mauvaise. Le chaos est plus effrayant, parce qu'il ne répond à rien. Il n'obéit à personne. Il ne peut être négocié. Je voudrais revenir à ce que Bill m'a dit le jour de mon arrivée. Ce que nous faisons ici est important, mais pas de la manière dont vous l'imaginez. J'ai mis des années à comprendre cette phrase. Maintenant, je crois savoir ce qu'il voulait dire. L'importance de notre travail n'était pas dans les résultats. Elle était dans la méthode, dans l'approche, dans l'humilité. Nous avons essayé de comprendre l'atmosphère. Nous avons mesuré, observé, testé, échoué, recommencé. Nous avons appris que la nature est plus complexe que nos modèles, que nos certitudes sont souvent des illusions, que la science avance pas à pas, pas en ligne droite. Nous avons appris que reconnaître ce qu'on ne sait pas est aussi important que de démontrer ce qu'on sait. C'est cela que Bill voulait me transmettre. Et c'est cela que j'essaie de transmettre aujourd'hui à travers ce carnet. Je vais vous raconter une dernière histoire. C'était en 1975. Un fermier de la région est venu nous voir, il s'appelait Harold. Il avait 60 ans, des mains calleuses, un visage buriné par le soleil. Il nous a demandé de faire pleuvoir sur ses terres. Sa récolte de blé était en danger. Il avait tout investi dans cette récolte. Si elle échouait, il perdrait sa ferme. Nous lui avons expliqué. Nous lui avons dit que nous ne pouvions pas garantir de résultats, que les conditions devaient être favorables, que même dans ce cas le succès n'était pas certain. Il a hoché la tête, il a dit « Je comprends, mais essayez quand même. S'il vous plaît, nous avons essayé. Pendant 3 semaines, nous avons surveillé le ciel au-dessus de sa ferme. Nous avons volé 4 fois. Nous avons ensemencé chaque nuage prometteur. À la fin de la 3e semaine, il a plu, pas beaucoup. 30 mm, mais assez pour sauver une partie de la récolte. Harold est revenu nous voir. Il nous a apporté un sac de blé, le premier de sa récolte. Il avait les larmes aux yeux. Je sais que vous ne pouvez pas savoir si c'est grâce à vous. Mais moi je choisis de croire que oui, et je vous remercie. Je me souviens avoir pensé, c'est peut-être ça l'essentiel, pas la certitude. L'espoir. Les années ont continué à passer après mon départ. La recherche sur la modification météorologique a continué aussi, dans d'autres stations, dans d'autres pays, avec d'autres méthodes. La Chine a développé des programmes massifs d'ensemencement des nuages. Les Émirats arabes unis également, Israël, l'Australie, de nombreux pays. Les techniques se sont améliorées. Les instruments sont devenus plus précis. Les modèles informatiques permettent de mieux prédire les résultats. Mais les limites fondamentales demeurent. On ne peut toujours pas créer de l'eau à partir de rien. On ne peut toujours pas contrôler le climat global. On ne peut toujours pas garantir la pluie. Et c'est bien ainsi. Parce que la nature n'est pas faite pour être contrôlée. Elle est faite pour être respectée, comprise, accompagnée parfois, mais pas dominée. Je voudrais maintenant parler de ce qui me préoccupe vraiment. Pas les théories du complot. Elles sont ridicules mais inoffensives. Les gens qui y croient finiront par comprendre.
ou pas. Cela n'a pas grande importance. Ce qui me préoccupe, c'est autre chose. C'est le vrai changement climatique, celui qui est en cours. Celui qui est causé non pas par des avions qui ensemencent des nuages, mais par des milliards de tonnes de gaz à effet de serre que nous rejetons dans l'atmosphère chaque année. Celui-là est réel, documenté, mesuré, prouvé par des milliers d'études scientifiques. Et il est infiniment plus dangereux que tout ce que nous avons jamais fait dans nos petits avions Cessna au-dessus du Dakota du Sud. Pendant que des gens regardent le ciel et s'inquiètent de traîner de vapeur d'eau, le vrai danger continue de croître, invisible, insidieux, implacable. C'est l'ironie cruelle de notre époque. Nous avons peur de ce qui n'existe pas. Et nous ignorons ce qui nous menace vraiment. Je ne suis pas en colère contre ceux qui croient au complot. Je suis triste pour eux, parce qu'ils gaspillent leur énergie, leur attention, leur capacité d'indignation sur des fantômes. Alors qu'il y a tant de combats réels à mener, tant de problèmes véritables à résoudre, tant de décisions urgentes à prendre. La peur est une ressource précieuse. Elle nous pousse à agir, elle nous pousse à agir, elle nous pousse à agir, à changer. Mais quand la peur est dirigée vers les mauvaises cibles, elle devient paralysante, contre-productive, dangereuse. C'est pour cela que j'écris ce carnet. Pour essayer de rediriger la peur vers ce qui mérite vraiment notre attention. Je voudrais parler aussi de la confiance dans la science, la confiance dans les institutions, la confiance dans les experts. Cette confiance s'est érodée au fil des décennies, et je comprends pourquoi. Les scientifiques ont fait des erreurs, les institutions ont parfois menti, les experts se sont parfois trompés. Nous ne sommes pas parfaits, nous n'avons jamais prétendu l'être. Mais la solution n'est pas de rejeter toute la science, de se méfier de tous les experts, de croire que tout le monde ment. La solution est d'exiger plus de transparence, plus de rigueur, plus d'humilité. La solution est de poser des questions, de demander des preuves, de vérifier les sources, de distinguer entre ce qui est démontré et ce qui est supposé. La solution est de penser par soi-même, vraiment, pas en répétant ce qu'on a lu sur Internet, mais en analysant, en comparant, en réfléchissant. C'est difficile, c'est fatigant, c'est moins satisfaisant que de croire à un complot qui explique tout. Mais c'est la seule voie vers la vérité. Je vais bientôt refermer ce carnet, mais avant cela je voudrais dire quelque chose à celui ou celle qui le dira un jour. Le monde est complexe, plus complexe que vous n'imaginez, plus complexe que je n'imaginais quand j'étais jeune. Cette complexité peut être terrifiante. Elle peut donner envie de se réfugier dans des explications simples, des réponses faciles, des coupables désignés. Résistez à cette tentation, acceptez la complexité, embrassez l'incertitude, admettez que vous ne savez pas tout, que personne ne sait tout. C'est ainsi que la connaissance progresse, pas en prétendant détenir la vérité, mais en cherchant humblement à s'en approcher, un petit pas à la fois. Je repense souvent à ces années passées à Rapid City, au matin froid où nous regardions le ciel en espérant des nuages favorables, aux vols turbulents dans le ventre des cumulus, aux longues heures d'attente devant nos instruments, aux échecs répétés, aux rares succès. Je repense à Bill, à Franck et Eduardo, à mes collègues dont j'ai oublié les noms mais pas les visages. Je repense à Harold le fermier, à son sac de blé, à ses larmes. Ces souvenirs ne sont pas glorieux. Nous n'avons pas changé le monde, nous n'avons pas maîtrisé le climat, nous n'avons même pas vraiment prouvé que notre travail servait à quelque chose, mais nous avons essayé, honnêtement, méthodiquement, humblement, et je crois que c'est cela qui compte. L'effort, la recherche, la quête, pas la destination. Le chemin, il est tard maintenant, ma main fatigue, ma vue n'est plus ce qu'elle était, écrire devient difficile, mais je voulais terminer ce carnet. Avant qu'il ne soit trop tard, avant que ma mémoire ne commence à me trahir. Je voulais laisser une trace, un témoignage, une voix, pas pour me justifier, pas pour accuser qui que ce soit, juste pour expliquer, pour que quelqu'un sache ce que nous avons vraiment fait et ce que nous n'avons pas fait, pour que la vérité survive au fantasme. Le vrai danger n'est pas ce que nous faisons, c'est ce que nous croyons. Les croyances fausses sont des prisons. Elles nous enferment. Elle nous aveugle.
Elle nous empêche de voir le monde tel qu'il est. Les croyances vraies sont des fenêtres. Elles nous ouvrent. Elles nous éclairent. Elles nous permettent d'agir efficacement. Choisissez vos croyances avec soin. Vérifiez-les. Testez-les. Abandonnez celles qui ne résistent pas à l'examen. C'est difficile, c'est douloureux parfois, mais c'est nécessaire pour vous, pour vos enfants, pour le monde. Je referme ce carnet maintenant. Il restera dans ce tiroir, avec mes autres souvenirs, mes vieilles photos, mes carnets de vol jaunis. Peut-être que personne ne le lira jamais. Peut-être qu'il finira dans une poubelle après ma mort. Ou peut-être que quelqu'un le trouvera, le lira. Il trouvera quelque chose d'utile, si c'est vous qui lisez ces lignes. Merci d'avoir pris le temps. Et souvenez-vous, les nuages sont beaux, le ciel est immense, la nature est puissante. Et nous sommes petits, humbles, ignorants. C'est notre force, pas notre faiblesse. Richard Holloway, Rapid City, 1976, relu et annoté en 2019. Post-scriptum. Je viens de relire ce carnet 43 ans après l'avoir écrit. Tout ce que j'ai dit reste vrai. Les techniques se sont améliorées mais les limites demeurent. Les fantasmes se sont multipliés mais la réalité n'a pas changé. Nous ne contrôlons pas le climat. Nous ne l'avons jamais contrôlé. Nous ne le contrôlerons probablement jamais. Mais nous pouvons le comprendre, un peu mieux chaque jour, et cette compréhension est notre plus grande richesse. Gardez-la précieusement. RH. Merci d'avoir écouté mon histoire. Dites-moi en commentaire quel sujet vous souhaitez que l'on explore sur la chaîne. Abonnez-vous et à demain.